25 minutes. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi c'est Claude Zingbé, Digital Communication Manager chez Linkfluence. Brève présentation de Linkfluence. On travaille avec Blueboat, donc il y a Radarly qui passe depuis ce matin derrière. Et en fait nous on va capter, analyser, monitorer la data pour nos clients sur des sujets divers et des tendances. Voilà. Ok. Alors Hervé Bey, je passe mon temps avec les pieds sur mon bureau à regarder des écrans pour BPLC, comme Thibaut a bien pu le démontrer, mais je m'occupe aussi de stratégie web. Moi je suis David Escholzer, directeur de WAM Référencement que j'ai créé il y a 11 ans maintenant et qui ne fait que du référencement naturel, de la stratégie de visibilité sur Google. Voilà. Et donc celui qui est là, Luc Ollery de Rainbow, qui ne sera pas là donc. Luc, en fait, la société Rainbow, rapidement, c'est une société qui réalise des sites internet, accompagne les entreprises aussi sur leur stratégie de présence en ligne via des sites web. Voilà. On est complet. Et donc, on a eu 2 questions qui nous ont été posées. Et on va commencer par la deuxième. Donc, c'est Digital Yours qui nous a posé cette question. On l'a reformulée. Les sociétés et les marques qui se lancent et qui se posent tous à peu près la même question. À quoi il faut penser, l'indispensable à mettre en place et surtout les pièges à éviter lorsqu'on veut aller sur le web. Parce qu'on n'a pas que des entreprises qui sont installées, il y a des entreprises qui sont installées mais qui ne sont pas encore présentes de manière efficace sur le web, ils veulent se lancer. À quoi ils doivent penser ? Allez, je vais me lancer. Je vais parler plutôt avec la casquette du référencement naturel, mais on a accompagné plusieurs entreprises qui se lançaient, dont une qui fait aujourd'hui plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui a démarré de zéro, qu'on a accompagné dès 2012, qui s'appelle aujourd'hui Fuel Market, et qui est en fait le leader de la vente de fuel en ligne. On les a vraiment aidés de zéro, et l'avantage de ça, c'est qu'on a pu tout construire. Je dirais qu'un indispensable, c'est qu'on a d'abord écouté ce qui se faisait sur leur marché, sur leur spécificité, la vente de fuel en ligne, qui n'existait quasiment pas en France. Et on s'est posé la question sur quel marché s'est développé. En l'occurrence, il y avait l'Angleterre, il y avait un peu l'Australie, il y avait l'Allemagne. Avec, je peux le dire avec du recul, probablement 4-5 ans d'avance. Alors on a écouté ces marchés-là, on a décortiqué, on a identifié des leaders, on a décortiqué la stratégie SEO de ces gens-là, et on est venu avec les bonnes pratiques. On a fait une synthèse vraiment du meilleur. Et il me semble qu'avant de démarrer, c'est vraiment ce qu'il faut faire, prendre un suiveur, un équivalent, et un leader, comme j'entendais ce matin, je crois que c'était Catwoman qui le disait, quelqu'un qui interfère totalement, qui est un leader, qui a la même problématique et qui va servir de lièvre en définitive. Okay. Claude ? Moi, je vais parler plus du point de vue d'un éditeur de logiciels comme Radarly. C'est vrai que nous, on va avoir plus tendance à travailler avec des marques qui sont plus ou moins installées et qui répondent à des problématiques un petit peu plus globales. Mais pour celles qu'on accompagne vraiment dans le commencement et dans le besoin d'identification de leur projet, un peu comme tu l'expliquais, c'est que nous, on va vraiment, tout d'abord, plus que se concentrer sur la marque, concentrer sur les personnes qui parlent de la marque. C'est-à-dire, la marque veut se développer, certes, mais en amont, on écoute. C'est-à-dire que plus que de parler de ça, on écoute. Qu'est-ce qui se dit de notre marque ? Quels sont les sujets qui sont autour de notre marque ? Et surtout, ça permet d'avoir une compréhension de où est-ce qu'on peut se positionner. On a un peu un même exemple chez Linkfluence, pour un client, malheureusement, dont je ne pourrais pas citer le nom, qui était, lui, axé sur les marchés de la mode, qui voulait comprendre quelle était sa cible et en fait juste comprendre sa marque et qui parlait d'elle. Et au final, on s'est rendu compte en écoutant qu'entre la cible que cette marque avait dans sa communication, ou bien qu'ils espéraient contacter, et les personnes qui parlaient vraiment d'elle et qui pourraient être des clients potentiels, il y avait un gap, parce qu'en fait, ce ne sont pas les personnes qui veulent cibler, qui parlent d'elle et qui consomment, mais d'autres personnes qui sont dans d'autres sphères et dans d'autres cercles de conversation. Donc nous, on est un peu dans cette démarche-là aussi chez Linkfluence, et c'est aussi notre cœur de métier, que d'écouter ce qui se dit, donc c'est ce qu'on appelle le social listening, le social intelligence, donc écouter ce qui se dit pour vraiment comprendre qui on est et vers qui on va.
Pour être concret, est-ce qu'une société, une petite société qui se lance à un moment peut se dire je peux utiliser, enfin il faut que j'utilise du social monitoring, ou est-ce qu'il faut que j'ai cette partie de veille, d'écoute, est-ce qu'ils peuvent le faire, en passant par des outils comme Radarly, il y en a d'autres sur le marché bien entendu, mais est-ce qu'ils peuvent le faire en passant en étant une petite structure? Je pense que c'est primordial parce que je pense qu'une petite PME ou une petite agence, une petite structure peut se dire on va mettre une personne à temps plein sur ça, mais au final de la veille c'est quelque chose qui est vraiment chronophage et qui prend vraiment du temps et qui demande d'avoir vraiment une compréhension des manières d'approcher ces cibles et surtout aussi une compréhension un peu de la technique et de la technique et vraiment être à 100% sur ce terrain-là. Donc effectivement, il existe pléthore de logiciels. On a Radarly, oui, que nous on édite. On a aussi d'autres prestataires ou d'autres outils qui peuvent très bien s'adapter en fonction des typologies d'entreprises. Et en fait, aujourd'hui, on a sur le marché pléthore d'offres qui peuvent correspondre à différents profils d'entreprises et justement répondre aux questions de tous et chacun. On va essayer d'être concret sur la partie expert. Du coup, ça coûte combien d'avoir une veille quand on est une petite entreprise ou une entreprise? Combien ça va coûter juste le coût logiciel? Après, il y a le coût humain, on en reparlera, je pense, avec Thomas peut-être. Mais combien ça coûte un logiciel? Ça coûte 300, 400, 500, 600 euros par mois? Alors là, tu me demandes un peu les secrets de fabrication. Mais pour parler chez Linkfluence, nous, on sait que chez Linkfluence, en fait, on ne donne pas de prix, prix en première avance. C'est-à-dire que sur notre site, on n'en a pas. Parce que ça va vraiment dépendre des besoins, des objectifs de chacun. On peut très bien avoir, en fonction des secteurs, je vais aller vite, par exemple, Thibault l'a bien dit sur l'intervention d'avant, c'est qu'on va avoir pas mal de personnes, notamment dans le domaine de la banque, qui n'écoutent pas ce qui se passe sur eux. Donc, à chaque fois qu'un secteur, une personne du secteur de la banque s'adresse à nous, c'est toujours par le biais de la réputation. On va voir par exemple dans la distribution, ça sera beaucoup plus axé sur les concurrents, d'autres sur la communauté. Ça va vraiment dépendre des objectifs et des besoins de chacun. Donc on peut avoir des fourchettes de prix vraiment variées. C'est pourquoi je parlais d'avoir différents prestataires, parce que différents prestataires vont avoir des algorithmes et des techniques différentes en fonction des besoins. Hervé, comment vous faites chez Blueboat? Je le fais bien. Une très belle introduction, chef. Alors, c'est pas la pub au Ovaltine, j'ai pas 8 secondes pour vous parler stratégie web, j'ai 3 minutes. Là où d'habitude, on doit mettre à peu près 3 mois pour arriver à définir une stratégie web. Mais globalement, il y a déjà deux gros points qui ont été abordés. La concurrence et les clients. Effectivement, je commencerai par les clients. Qui sont-ils? Comment font-ils d'habitude? Quel est leur parcours pour vous découvrir en règle générale? Quels sont leurs besoins? Comment parlent-ils? Ce n'est pas forcément les mots exacts ou les termes exacts que vous employez de façon professionnelle qui sont utilisés par vos clients pour parler de vos prestations. Alors, le point essentiel, ce sont les clients. Ensuite, donc la concurrence. La concurrence, ça permet de faire un benchmark, d'arriver à définir ces différences, de définir les différentes variables qui vont vous permettre de vous positionner. Et la dernière variable, c'est votre offre. Votre offre actuelle, alors autant vos produits ou vos services que la façon dont vous communiquez dessus, que ce soit en offline ou en online. Donc ces 3 grands pôles sont assez classiques, ça permet de définir une stratégie. Donc vos clients, qui sont-ils, comment est-ce qu'ils vous parlent de vous, la concurrence, comment se comparer à sa concurrence, et le dernier point, votre offre, comment est-ce que vous définissez votre offre et comment est-ce que les clients définissent votre offre. Quand on a préparé, et Luc également de Rainbow en parlait, c'est la notion d'objectif en fait qui est un élément essentiel. Peut-être reparler, je sais pas. Pour être très concret, oui, dans cette phase de définition de la stratégie, on observe d'abord la concurrence. Je disais, on vient prendre les bonnes pratiques et l'étape d'après, c'est concrètement, on va faire une étude mot-clé pour savoir comment l'entreprise définit ce qu'elle fait. Et nous, on va surtout le mettre en face de la manière dont les internautes le demandent. Et là, il y a un travail souvent qui est assez perturbateur pour les entreprises, c'est qu'elles disent ce qu'elles font, comment elles sont de la manière dont elles sont organisées. Et nous, on leur dit non, c'est comme ça que c'est demandé. Et donc, on vient perturber carrément l'arborescence. Et à travers une étude mots-clés, on va donc cartographier les expressions, on va quantifier la demande, et là, on va se lancer dans des objectifs. Et ça c'est un point clé. En même temps, on peut répondre à une autre question qui est quels sont les pièges à éviter? C'est de vouloir aller trop vite, viser trop vite, trop haut. Et on vient surtout là, et à ce moment précis, amener de la rigueur, amener une méthodologie, et c'est de dire fixez-vous des caps atteignables,
crescendo. Et en l'occurrence, à partir de cette étude mot-clé-là, on peut dire, voilà, avec l'autorité que vous avez de votre site, sachant qu'elle est naissante, on peut vous emmener à la fin de l'année ou d'ici 2 ans ou 3 ans, on le fait pour nos clients, à tel niveau de trafic, avec tel moyen. Et voilà, et on suit. Je pense qu'on a aussi un rôle qui est de guider, pas simplement de dire ce qui est faisable, mais dire ce qui est faisable pour vous dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, et tenir cet engagement en annonçant un cap à franchir ensemble, et chaque mois à venir regarder, se jauger par rapport à cet objectif. C'est intéressant ce que tu dis, parce que la notion d'objectif, ça doit être quantifié, ça doit être annoncé pour éviter de dire juste on va faire ça et il n'y a pas d'indicateur. Donc c'est l'élément qui me semble assez central. Là, on s'engage, ouais, de plus en plus, hein, clairement. Hervé, du coup, chez Blueboat, je pense. C'est bizarre comme exercice pour moi, je vous jure. Pour moi aussi. L'objectif, c'est souvent effectivement ce qui est plus difficile de définir. Alors globalement, les entreprises, quand on discute avec elles, au bout de 20 minutes, savent plus ou moins vers où elles vont aller. On arrive à leur faire redéfinir leurs objectifs et elles disent on arrive à déterminer une direction. Au hasard, un objectif commercial qui serait de générer du chiffre d'affaires sur Internet. Par contre, effectivement, là où ça devient plus compliqué, c'est de mettre un chiffre sur ces objectifs. La direction est relativement simple à trouver. Par contre, à quelle vitesse on va aller et quels objectifs on se fixe à court terme, à moyen terme, à long terme, ça c'est déjà beaucoup plus difficile à fixer. Moi j'ai remarqué en fait, au début on en faisait une difficulté, maintenant on est beaucoup plus à l'aise avec ce système d'objectifs, tout simplement parce que l'entreprise qui vous fait confiance et qui prend la décision a besoin de repères. Voilà, tout simplement, donc on se fixe un cap ensemble. Je pense que c'est aussi un bon moment pour nous de passer un message, celui de, les choses de qualité prennent du temps, tout simplement. Et à partir du moment où vous annoncez un cap et en plus vous suivez le client à un rythme qui est établi dans le temps, on le sait tous, on sait tous où on va. On est tous rassurés autour de la table. Je vous rassure, il nous arrive de nous planter, de taper à côté, soit sous-estimer, soit surestimer. On essaye de trouver les solutions, mais je crois qu'avec la maturité d'Internet aujourd'hui, de la data disponible, on peut faire du prédictif, commencer à se mettre dedans. En tout cas, nous, on l'embrasse, on y va, et jusque-là, ça se passe plutôt bien, quoi. Et Claude, au niveau des indicateurs qu'on peut suivre peut-être avec Radarly, justement sur quand on se lance et à partir de là où on a nos objectifs qui vont être de ROI, enfin héroïsme, mais du coup à ce moment-là, quels sont les indicateurs qu'on peut suivre avec en fait, quand vous parlez d'objectifs, ça me fait complètement sens quand je revois sur l'influence, parce qu'effectivement on a des clients parfois qui viennent nous voir et qui en fait veulent juste faire du social listening et ils ne comprennent pas, ne savent pas, ils sont complètement perdus. Donc effectivement, il y a tout ce travail-là déjà de mise en place des objectifs et des KPI. Nous, depuis la plateforme, on peut faire pas mal de choses en fonction des territoires et des secteurs. Ça peut aller de la détection d'influenceurs, la détection d'ambassadeurs, jusqu'à la veille et l'analyse de la concurrence. Ça peut aller aussi sur l'analyse des flux en temps réel. Par exemple, on l'a fait pour les Red Days là. Ça veut dire qu'on a une journée de conférence. Qu'est-ce qui se dit pendant toute la journée? C'est aussi grâce à ça que vous pouvez monitorer et voir ce qui se passe sur le grand écran. Mais voilà, on regarde en temps réel ce qui se passe. Donc c'est ce qu'on appelle le flux en temps réel. On peut aussi avoir des reports mensuels sur l'activité. On peut déceler des tendances. Par exemple, pour une marque, comme je disais, de prêt-à-porter de luxe, déceler quelle est la tendance des millennials, quel est le produit préféré. Annoncer un lancement de produit aussi, typiquement un client Cosmeto qui lance un nouveau produit. Est-ce que le produit sera bien accueilli sur le marché ou non? Parfois on a de belles surprises, parfois de très mauvaises surprises. Pourtant ce sont des marques qui sont bien ancrées sur le marché et on pense que tout va bien se passer, au final non. Voilà, donc il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'indicateurs et de KPI qu'on peut avoir avec juste le social listening, comme on dit. Très souvent on pense que le social listening c'est juste savoir le nombre de retweets, de posts Facebook ou de likes LinkedIn qu'on a sur notre page. Non, c'est pas que ça va beaucoup plus loin. Et en fait, le champ des possibles est vraiment vaste avec l'écoute du web. Ce que je vous propose, parce que la deuxième question, finalement, va venir en complément de ce qui s'est déjà dit là, c'était donc l'exemple, on peut peut-être afficher du coup Relayance, puisque c'était leur question. Je ne sais pas si on peut juste mettre les slides. Non, oui. Voilà, Relayance.
Question posée par Relayance que je n'ai plus. Voilà. Très bien. Je viens de perdre la question. C'était comment être plus présent de mémoire. Comment être plus présent quand on nous connaît pas. Voilà, désolé, du coup, j'ai perdu mon. L'iPad est mort. La question exacte, c'était comment être plus visible sur le web et se faire connaître de nouvelles cibles. Bravo, parce que moi, j'ai pas retenu toutes les confs de la journée. Du coup. Mais voilà. Donc du coup. Donc là, on a affiché Relayance, comme ça vous permet. C'est une société de Mulhousienne. Voilà. Donc, je sais pas qui veut commencer. Claude. Effectivement, quand on avait reçu la question, moi j'avais regardé un peu qui était et qu'est-ce que faisait Relayance. Effectivement, c'est une question légitime qui se pose et je pense que tout le monde dans cette salle s'est déjà posé. À l'ère des fans, des détracteurs, des bad buzz, comme on entend parler depuis ce matin, tout le monde se pose la question qu'est-ce qu'on dit de nous sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on dit de nous sur Internet, donc la e-réputation. Donc j'ai un peu regardé ce que faisait Relayance, je me suis amusée à regarder un peu sur les internets. Déjà sur le site, je me mets à la place d'une directrice marketing ou bien d'une office manager ou d'une directrice RH. Quand je tape coach professionnel Mulhouse par exemple, Relayance arrive à la 2e page. Donc je pense qu'en termes de référencement, c'est plus toi qui vas nous en parler. Mais pareil sur les réseaux sociaux, où ils n'ont pas de page officielle sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. Et en fait, moi, la chose aussi simple que ça, que je veux leur dire, c'est en fait, rendez-vous visible. Ça veut dire que très souvent, on a un peu peur d'avoir des pages, de laisser parler les gens, mais en fait, moi, c'est l'exemple que je donne toujours, c'est que le monde amène le monde. Je pense qu'on s'est tous retrouvés dans ce cas de figure où on est en vacances, on voit un petit stand, on regarde une bague ou une bougie, et en fait, parce qu'on est devant le stand, pas mal d'autres personnes viennent. Et en fait, sur Internet, c'est exactement pareil. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a une page, où on a des commentaires, il faut laisser en fait les clients et les professionnels du secteur parler de soi. Okay. Surtout sur un secteur comme celui de Relayance, avoir des avis clients, avoir des avis favorables ou défavorables, pouvoir échanger et en fait, ne serait-ce qu'avoir des commentaires sur l'activité, ça fait que ça donne de la visibilité. Et le fait est que la recommandation, c'est la clé quand on cherche quelque chose sur Internet, on suit aux recommandations. Okay. On parle des recommandations, peut-être. Je sais pas, l'un de vous deux, du coup. En fait, moi, ce qui m'a frappé sur le site Relayance, c'est souvent ce qu'on rencontre en fait chez nos clients, c'est qu'ils nous disent ce qu'ils font avec leurs mots. Même s'il y a dans la partie besoin ou nos métiers des choses assez intéressantes, mais en fait, moi, le conseil que j'aurais donné pour être très concret à Relayance, en fait, c'est de sortir l'expertise qu'ils ont entre les mains, le coaching d'entreprise. Si je prends qu'un exemple, le sortir de l'entreprise, cette expertise. Et si je prends qu'un exemple, c'est gérer les conflits au travail. C'est une des expertises qu'ils ont. Le problème, c'est que il faut simplement aller écouter la manière dont les gens se posent la question. Comment gérer ? J'ai regardé rapidement, j'ai trouvé 25 déclinaisons en quelques minutes, plus de 500 demandes par mois. Et ça, c'est la demande générique. J'imagine qu'il y a 1001 situations dans lesquelles il y a des conflits en entreprise. Et en fait, je me dis, mais cette entreprise, elle a probablement une quinzaine d'années, il me semble, quelque chose comme ça. Elle a l'essentiel, l'expertise, la connaissance, elle l'a finalement acquise comment ? Par l'expérience. Le reste, c'est de l'information. Elle a tout entre les mains. Donc le conseil est simple, et on a vu un très bon exemple avec Welcome to the Jungle, c'est qu'ils créent du contenu. Ils créent du contenu, ils disent concrètement, dans le cadre de Relayance, comment je vais gérer les conflits, comment je vais les régler, les conflits au travail, avec quelle méthode, par quelle étape, par quels outils, dans quelle situation je fais quoi. Être le plus pragmatique possible, le plus concret possible. Et je suis convaincu qu'il y a déjà là un terreau énorme de contenu, tout simplement. Donc c'est déjà de la rédaction de contenu en prenant en compte les demandes concrètes des clients, des internautes. Je peux juste avoir le décompte, merci, en régie. Voilà, pardon. Hervé ? Moi, je vais demander plutôt la présentation, si c'est possible, Brice. Oui, alors on demande plein de trucs. Voilà. C'est assez rassurant parce qu'on ne s'est pas consulté avant et on arrive plus ou moins aux mêmes conclusions. Nous sommes experts, c'est toujours un bon point. De ce côté-là de la ligne, on se demandait si on était des corps ou des experts avant. On n'est pas très sûr encore. C'est qu'il ne faut pas trop vous approcher, on ne sait jamais. Donc si on revient sur alors on va déjà commencer par le début. L'objectif qui nous a signifié, c'est être plus visible auprès des personnes qui ne connaissent pas encore l'entreprise. Ok. Donc est-ce que la notoriété, c'est effectivement votre objectif principal ? Parce que globalement, c'est ce que vous nous dites. Ou est-ce que votre objectif, c'est pas plutôt de trouver simplement de nouveaux clients ? C'est pas neutre du tout en termes de formulation.
Être plus visible, effectivement, là, la balle va être énormément dans le camp du SEO, et on va mesurer l'audience, on va mesurer le nombre de vues. Par contre, si on dit qu'on va chercher de nouveaux clients qui ne connaissent pas, donc transformer sur un site, ça ne va pas du tout être la même stratégie qu'on va mettre en place. Et effectivement, ça c'est le premier biais qui est facilement identifié généralement, c'est arriver à amener le client, la plupart du temps en tout cas, à une conclusion assez simple, c'est qu'il va chercher un ROI sur son projet à un moment donné ou un autre. Il y a des entreprises qui cherchent à faire uniquement de la notoriété, mais il faut bien en convenir, c'est plutôt rare. Une fois cet objectif reformulé, on va supposer qu'effectivement ça soit un objectif commercial. On a eu à peu près la même analyse sur le site. L'entreprise, la collectivité, l'association, l'équipe, l'individu, démocratie et citoyenneté. Moi je suis prospect, je ne m'y retrouve pas, je ne sais pas ce que vous faites, je ne vois pas du tout quel bénéfice concret je vais pouvoir attendre de vos prestations. Par contre, dans vos besoins, dans la rubrique « Vos besoins », comme le disait... encore un coup de fil. Comme ça a été dit auparavant, il y avait effectivement les débuts des bonnes réponses, avec quelles sont les actions concrètes que vous faites pour les clients et quels bénéfices concrets vous allez pouvoir apporter à vos clients. Et après, il y avait un exemple qui était assez parlant. Non, c'est l'autre. Quand on faisait la recherche, la recherche sur la marque, Reliance, on avait donc la page Google My Business qui a déjà été présentée par Thibaut auparavant dans sa présentation. Et cette page, déjà, qu'est-ce qu'elle dit? Coaching professionnel à Mulhouse. C'est votre étiquette. L'étiquette synthétique que vous avez indiquée sur votre page Google My Business. Et sauf erreur, ça doit être la bonne. Effectivement, vous êtes présent sous coaching professionnel sur la première page de Google. Après, il y a des avis. Effectivement, les avis, le sujet a déjà été évoqué. Et surtout, après, dans la petite description en bas, il y a marqué cabinet de conseil, artisan en accompagnement du changement. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider pour tout problème relationnel ou humain au sein de votre structure, entreprise, association, collectivité. J'ai lu ça, une phrase, je crois avoir compris votre activité. Ce qui n'était pas le cas en première approche sur votre site web. Donc c'était assez amusant. Votre page Google My Business a dû être faite après, je pense. Et comme elle oblige à être très synthétique, à aller à l'essentiel, et au final, c'est peut-être ça qui devrait être mis en avant sur votre site web de façon nettement plus visuelle, plutôt que les différentes étiquettes qui étaient un peu plus difficiles à comprendre. Okay. Claude, quelque chose à rajouter? Ce que je vous propose, peut-être, on va passer, si je peux avoir le décompte toujours, merci. Est-ce qu'on peut avoir des questions, peut-être? Il y a des... Alors, Madame Reliance, je sais plus, voilà. Est-ce que ça répond à vos questions, à vos interrogations? Ouais, moi, la question supplémentaire que j'aurais, c'est gestion du temps. Parce que écrire du contenu, oui, ça fait 1 an que je me dis qu'il faut que j'écrive du contenu. Mais en fait, je suis sur le terrain, je suis en train de gérer les conflits dans les entreprises. Comment je fais, quoi? Vous pouvez passer par WAM référencement, par exemple, mais... Par Blueboat aussi. Non, mais en fait, c'est... Sachant qu'on n'est oui. pas milliardaire, me dit ma voisine. Ouais. Non, mais vous avez totalement raison. En fait, c'est exactement ça. Je vais prendre l'exemple de Fuel Market dont je parlais tout à l'heure. Fuel Market, à la base, ils évoluent dans un domaine qui n'est pas du tout sexy, vente du fuel. La vente de fuel, elle se fait par une demande principalement à la base. Je vais plutôt chez A ou chez B parce que c'est le prix du fuel qui va faire me décider. Parce que j'achète 1000 litres, donc quand est-ce que, c'est pas neutre, hein, le prix au litre sur 1000 litres, donc quand est-ce qu'il y a un moment, en fait, il faut que les planètes soient alignées. Et nous, on leur a fait écrire, finalement, on les a beaucoup aidés, hein. On est passé à peu près 600, 700 contenus depuis 2012, je crois même qu'on a dépassé les 700 contenus, et donc on travaille avec eux depuis 2012, et maintenant c'est eux qui ont pris le relais. Ils ont compris que ça fonctionnait, ils sont devenus leaders. Vous tapez n'importe quel mot-clé sur Google avec le mot fuel, en principe vous les trouvez. Je ne prends pas trop de risques en disant ça. On a tout construit de zéro et on a sorti l'expertise. Ils ont des ingénieurs dans le groupe Total, comme vous l'imaginez, c'est une start-up de Total, mais ils ont démarré de zéro. On a simplement fait des schémas pour expliquer comment fonctionnait une chaudière à fuel, etc., etc. Donc, ils ont compris le système, on leur a montré que ça fonctionnait. Maintenant, ils ont pris le relais, ils se sont équipés. Je vous l'ai dit, ils sont passés de 0 à 54 millions d'euros en 6 ans, 7 ans. Donc maintenant, ils ont les moyens de faire aussi eux-mêmes. Donc ils ont amorcé la pompe avec un prestataire. Ils trouvent que c'est nous. À un moment donné, ils ont même été aidés par un autre.
Parfois, on a même des travaux qui sont hybrides, c'est-à-dire un peu avec le client et puis nous-mêmes. Voilà, tout simplement. Mais c'est un passage obligatoire. Alors la production de contenu, c'est plus ou moins la dernière étape dans une stratégie web, ou en tout cas dans la mise en place d'une stratégie web. Parce que globalement, il ne s'agit pas d'écrire beaucoup, il s'agit d'écrire bien, il s'agit d'écrire en phase avec les besoins de vos clients, en phase avec les besoins SEO sur les termes que vous allez identifier. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de contenu, ou en tout cas quand vous lancez un site à partir de zéro, si, il y a un peu de contenu à écrire. Mais après, selon vos moyens, vous pouvez très bien décider de faire un article par semaine ou un article toutes les 2 semaines. Mais le principe étant que cet article que vous allez faire toutes les 2 semaines soit d'une taille supérieure à 500 mots pour avoir de bonnes expériences au niveau SEO, soit rédigé sur le terme SEO que vous allez avoir déterminé comme intéressant pour vos clients pour se placer sur ce mot-clé, et aussi sur une thématique qui intéresse vos clients. Parce que maintenant, effectivement, ça a déjà été dit, on écrit pour Google, mais globalement, chaque article qu'on écrit, généralement, on l'écrit pour Google et pour le client. D'abord pour un utilisateur. Ouais. D'autant plus que maintenant, une des variables clés pour être identifié comme un contenu de qualité par Google et être bien référencé, c'est le temps que va passer l'internaute sur votre article, ce qui suppose qu'il vaut mieux qu'il soit intéressant pour qu'il la lise en entier. Et pour être concret, c'est même plus des questions qu'on se pose. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à entendre le contenu n'est pas SEO. C'est plus un débat de 2018. Le contenu doit être fait pour l'internaute. Et il se trouve que l'internaute passe, dans la plupart des cas, 50 à 60%, voire plus, par un moteur de recherche. Donc on inclut finalement les critères, dont le temps de chargement, dont la longueur. Mais nos journalistes qui travaillent en interne pour développer et rédiger les contenus de nos clients, finalement répondent à une question. Ici, ça prend 5 feuillets. Ça prend 5 feuillets. Quand c'est une question qui est très technique, on n'a pas le choix, il faut être exhaustif. Dans certains domaines qui approchent la santé, vous devez être exhaustif, vous devez être dans le cadre juridique. Donc ça vous impose un calibrage. Donc on n'est plus dans ces petits tips, j'allais dire, qui sont maintenant inclus, implicites, quoi. Après, il y avait la question de temps, et dans la question, elle est assez intéressante, cette question de temps, parce que comment on gère ce temps, mais vous avez eu un début de réponse sur la notion d'objectif, en fait. À partir du moment où vous donnez des objectifs pour pouvoir transformer quelque chose, le temps derrière, vous allez le mettre parce que ça vous fera gagner de l'argent peut-être, de nouveaux clients. Voilà. C'est là où aussi vous allez mettre, je pense, le curseur. Juste un petit complément, ce que je me reconnais, on se reconnaît, nous, chez l'Influence, dans cette histoire, dans le sens où on est une grande boîte, mais on est très peu dans l'équipe marketing communication, donc on est 4 pour tout gérer. Donc forcément, on a aussi des problèmes de temps. Et quelque chose qu'on a fait et qui est assez simple dans les débuts, comme le disait si bien, c'est de se faire aider, faire appel à un prestataire, définir une stratégie sur les thématiques, sur le rythme de publication. Et un truc tout bête, et je pense qu'on en a beaucoup entendu parler ces dernières années, c'est donc l'inbound marketing. Donc plus que de parler de soi et dire nos services ils sont vraiment bien et regardez-nous, on est les meilleurs, tout simplement parler de sujets qui intéressent votre cible. Ça les fait venir. Et nous, c'est ce qu'on a fait sur des thématiques non pas axées très tech, parce que ça ennuie, en fait, tout clairement, mais juste parler de sujets, par exemple, sur un secteur donné, de sujets qui intéressent la personne qui sera notre client final. En fait, il se dit, ah tiens, ce sujet, c'est vraiment pas mal, ça se rapproche de mon secteur d'activité, comment cette entreprise peut m'aider? Alors qu'à même communication, plutôt à cette même cible, un contenu qui dit, regardez l'influence, on est trop bien, ce qu'on fait, c'est trop cool, en fait, le mail va passer côté spam et on n'avancera pas. Donc voilà, donc pour un commencement, se faire aider par un prestataire, il y en a pour tous les prix. Ça fait la différence et dans les débuts, ça aide juste pour l'envol. Et ensuite, on dégage du temps et du budget. Voilà. Oui, rapidement. Très très rapidement, de façon concrète, ce qu'il vous faut, c'est un planning éditorial avec des lignes éditoriales. Après, ça peut être un projet sur lequel on peut passer des heures et des heures, ou ça peut être fait assez rapidement, vous pouvez le faire vous-même, mais globalement, il faut que vous formalisez, comme ça a été dit, une fréquence de publication, des thématiques que vous allez aborder de façon plus ou moins régulière, et après, il y a des choses qui fonctionnent très très bien, c'est les interviews clients. Vous appelez un client... Pas dans notre domaine, non, je dis non, parce que nos clients, ils n'ont pas envie de savoir, pas envie de communiquer qu'il y a eu un conflit dans l'entreprise, c'est un vrai challenge. Mais vous pouvez le faire de façon tout à fait anonyme. Ouais, mais du coup, pour avoir c'est très très rare. J'ai demandé à des clients de témoigner. Justement, c'est un challenge dans nos métiers. Ils n'ont pas forcément envie qu'on parle d'eux, qu'on dise ce qu'on a fait chez eux ou qu'on puisse les identifier. Là, c'est un article. Alors
Surtout qu'on est connu, un truc en plus, c'est qu'on est connu dans le réseau mulhousien, donc en fait, on peut assez facilement déduire quand même les choses. On aurait pu encore discuter, je suis désolé, du coup, on Ouais, aurait pu discuter du coup, encore longtemps. C'est un challenge, mais je viendrai vous voir, c'est un vrai challenge. Ce que je vous propose, Merci. c'est que du coup, vous avez identifié Madame Relayant, je n'ai oublié votre prénom, je suis désolé. Déborah, merci. Déborah. Du coup, comme ça, vous pourrez peut-être échanger tout de suite, puisque nous avons une pause. Je vous remercie tous les trois. Merci à vous. Pour cet exercice qui a été très court. Vous avez compris, le temps, c'est important au départ aussi pour les prestations. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller en... Merci, on peut les applaudir. Merci.